La défense peut-elle être un investissement à impact? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans Investir responsable. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Nguyen. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Kermit et nous n'avons malheureusement moins de 10 minutes pour évoquer un sujet aussi complexe que celui-là. Mais si on se pose la question, c'est parce que depuis 2 semaines, 3 semaines, tout le monde se la pose, même si honnêtement ça fait depuis le début de la guerre sur le sol ukrainien que un certain nombre d'investisseurs se posent la question. Mais depuis 2-3 semaines, ce qu'on entend, c'est que si la défense n'entre pas dans les stratégies d'investissement à un impact, on pourrait ne pas réussir à financer la défense en France, puisque les critères ESG deviennent bloquants vis-à-vis du financement de la défense. C'est ce qu'on a vu beaucoup dans la presse, et vous avez beaucoup réagi sur LinkedIn d'ailleurs sur le sujet. Je vous pose la question aussi large, Kim Nguyen, la défense peut-elle être un investissement à impact ? Alors déjà, je pense qu'il faut faire un petit peu le point sur ce dont on parle. Il faut rappeler que, effectivement, dans le cadre du plan européen REARM, il y a un certain montant assez conséquent d'argent qui a été prévu pour réarmer l'Europe. Bien sûr. 800 millions, dont une partie va être prise, la moitié va être prise par l'Union européenne. L'autre partie va être laissée aux pays. Et sur chaque pays, il y aura une partie qui va être financée par l'État lui-même à travers des déficits exagérés, de la dette, etc. Et puis, il va faire appel à l'épargne des particuliers et des institutionnels. Bien sûr. Il va falloir drainer un petit peu cet argent pour aider. Et c'est là où la question se pose de comment on va les attirer. Et d'ailleurs, précisons quand même pour ceux qui nous écoutent, on parle d'un mécanisme qui marche déjà pour financer des entreprises. La question, c'est quel type d'entreprise on va financer. Ouais. Et non seulement financer à un instant T, mais sur la durée aussi, parce qu'il va falloir, tout ça va monter en puissance et il va falloir maintenir la cadence. Si on réarme l'Europe et si on refait l'industrie, c'est très large. La question aujourd'hui, elle a plusieurs positions derrière ça pour dire comment on s'adresse à tous ces encours qui sont à travers les institutionnels ou à travers les particuliers qui sont là et qui sont importants. La première position, c'est la position de l'État qui a été très claire là-dessus, à travers la voix du ministre des Finances qui a dit on ne prendra pas de force, on va proposer des produits, notamment on va proposer des livrets A, on va proposer des obligations dédiées, c'est-à-dire on va collecter de l'argent qui va être fléché vers des activités de la défense. D'accord. Deuxième position. Donc vers l'investissement dans les entreprises de la défense. Tout à fait. Ou vers des projets, en tout cas, des entreprises et des projets spécifiquement liés à la défense. Il faut aussi savoir que quand on parle de défense, c'est très compliqué et on ne va pas rentrer là-dedans parce que techniquement, c'est vraiment un champ qui demanderait énormément de temps. Mais quand on parle de défense, quand on réfléchit, c'est vrai qu'on pense parfois intuitivement des tanks, des avions, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça au final. Refaire la défense, c'est refaire des systèmes de repérage comme le GPS ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément des armes. Bien sûr. Aussi la nourriture pour les soldats. C'est un champ qui est quand même extrêmement vaste. Donc il faut. Est-ce que quand on produit de l'acier, si cet acier sert à faire un avion de combat, est-ce que c'est de la défense ou non? Exactement. Et puis après, même quand on tombe dans le champ des armes, vous avez aujourd'hui, vous le savez, il y a des armes qui sont interdites par des conventions auxquelles la France a adhéré. Des pays européens ont adhéré et en sortent aujourd'hui. On parle de la Pologne qui se défend de ses frontières. Il y a des armes qui sont vraiment interdites, il y a des armes qui sont dites conventionnelles et des armes qui sont dites non conventionnelles. Bien sûr. Il y a énormément de débats parce que tous les pays n'ont pas adhéré à les interdire. Donc voilà, on est sur des champs de financement qui sont gigantesques avec des produits qui sont très très différents. La deuxième position, c'est la position de gens qui disent oui, mais attendez, c'est bien de dire on va financer tout ça, mais derrière, effectivement, ça fait 10 ans qu'on monte une finance qui est dite responsable ou durable et cette finance, elle n'est pas compatible pour des raisons d'image, pour des raisons réglementaires, pour des raisons techniques liées à l'ESG, comme vous l'évoquiez, ils disent c'est pas possible. Donc ça, il va falloir qu'on allège les règles. Bien sûr. Ça, c'est une deuxième position. Et il y a une troisième position aussi qui est de dire, qui va un pas plus loin, qui dit non, mais si on veut vraiment faire un effort, c'est pas seulement lever les blocages, mais il faut faire de la finance durable un levier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment inclure l'armement dans le champ de la finance durable. D'accord. À travers des modifications de la taxonomie européenne qui identifie les activités qui doivent aider à passer au monde de demain, à travers des produits spécifiques qui seront identifiés comme étant verts, défense, etc. Il y a des positions assez tranchées là-dessus dans la presse. Tout ça, explique un petit peu le vaste sujet qu'il y a sur la table. Et différents acteurs de la finance durable qui ne sont pas forcément d'accord entre eux sur la position à adopter sur ce sujet. Exactement. La semaine dernière, il y a une... Tout ça face à un enjeu de souveraineté quand même de la France et de l'Europe. Oui. En plus, l'argument, en tout cas de ceux qui veulent rentrer l'armement dans la finance durable, il est clair, c'est l'ODD 16, c'est-à-dire c'est les objectifs de développement durable de l'ONU qui spécifient dans le 16e spécifie bien que, en faisant référence à la Charte des Nations Unies, qu'on a le droit de se défendre. Donc on rentre tout à fait dans un cadre qui est même fixé par les Nations Unies. Donc voilà, on est tout à fait dans ce champ-là. Et une quatrième position qui est celle de l'association dont je suis le vice-président, les acteurs de la finance responsable, qui dit non, attendez,
Le financement de l'armement, pourquoi pas, mais pourquoi le mélanger avec la finance durable, qui est un projet sur lequel on travaille maintenant depuis presque 10 ans. On a essayé de monter, on a expliqué aux gens ce que c'était, on a du mal à gagner en crédibilité. Je suis passé à de nombreuses reprises sur ce plateau pour expliquer beaucoup de choses sur la finance durable. On a du mal à expliquer aux gens, on a du mal à gagner en crédibilité. Ça y est, on prend un peu d'inertie et maintenant, on change les règles. Et pour nous, ça, c'est pas, à ce stade, c'est pas acceptable. Alors, je vais dire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pour que vous puissiez effectivement nous expliquer. Est-ce que l'argument de dire faire rentrer la défense dans l'investissement durable, oui, parce que l'investissement durable bloque sinon l'investissement dans la défense. Est-ce que c'est un argument recevable selon vous? Alors, je ne pense pas qu'il bloque. Il y a beaucoup de voix, même de gens beaucoup plus techniques que moi et beaucoup plus seniors que moi sur le sujet qui se sont exprimés en disant que c'est un faux sujet. Aujourd'hui, le ESG ne bloque rien. Vous avez qu'à regarder le label ISR qui vient de se renforcer d'ailleurs, le label ISR qui vient d'être de plus en plus exigeant. Il n'interdit rien en matière d'armement en dehors des armes interdites par les accords internationaux d'Ottawa, etc. Et donc voilà, ça c'est vraiment la base, mais en dehors de ça, il n'y a rien d'interdit. Vous pouvez ouvrir un fonds ISR aujourd'hui, vous pouvez très bien trouver du Schneider, du Dassault, il n'y a pas d'interdiction formelle par rapport à ça. Donc je pense que c'est un faux sujet par rapport à ça. D'accord. Le vrai sujet, c'est un sujet de l'exclusion qui est lié souvent à l'image. Les gens hésitent effectivement à aller sur l'armement depuis des années, mais il faut dire aussi que ça a été favorisé parce que depuis des années, on s'est retiré du secteur de l'armement qui financièrement était quand même un secteur qui était quand même moins intéressant. Qui n'était pas porteur. Qui n'était pas porteur. Donc c'était aussi plus facile de dire voilà, on va complètement bannir les armes, on n'y va pas. Certaines sociétés de gestion les ont complètement interdites. Ok, tout ça c'est des choix. Est-ce que c'était des choix plus difficiles pour des entreprises pétrolières par exemple qui faisaient des performances où là pour le coup on les voyait on disait mais quand même ça nous passe sous le nez. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Sur l'armement ça a été plus simple. Mais aujourd'hui il n'y a pas formellement d'interdiction par rapport à ça. Et nous on considère que les règles qu'on a mis en place depuis toutes ces années elles sont suffisantes par rapport à ça. En plus les encours aujourd'hui à mon sens, notamment sur l'impact qui est quand même la partie la plus avancée de l'investissement responsable, elle ne justifie pas de changer quoi que ce soit. Et je pense qu'on va ajouter de la confusion pour des gens qui souhaitent aller vers des fonds qui facilitent la transition, la régénération, la biodiversité. Et dedans, on va leur dire, oui, mais vous savez, on a eu le droit, on a mis du Dassault, on a mis des choses. Donc pour moi, ça va rendre les choses confuses. Et nous, en tout cas, en tant qu'AFR à l'association, on souhaite vraiment défendre cette poche de dire, voilà, on a construit cette finance, pourquoi aujourd'hui la dévoyer ou pourquoi modifier les fondamentaux? Oui. Je ne pense pas fondamentalement que ça change les encours, en tout cas, ne justifient pas et les règles peuvent s'adapter. Et tout ce qu'on veut, nous, c'est de la transparence aussi. Bien sûr. On en parlait, je pense que l'investisseur, il doit savoir dans quoi il va. Et effectivement, il faut lui laisser le choix et il faut lui laisser le choix en connaissance de cause, avec une connaissance des outils, une transparence suffisante pour qu'il puisse choisir. Ce que vous dites, c'est il y a un enjeu effectivement de financement de la défense, mais pourquoi venir déconstruire ce qu'on a créé dans la finance responsable pour financer la défense? Les deux peuvent cohabiter, si je comprends bien. Oui. En plus, c'est des sujets qu'on a déjà eus, et même ici, je pense, sur le changement de la taxonomie à un moment pour inclure le nucléaire ou le gaz, qui ont été des sujets politiques qui n'étaient pas inclus au départ. On a changé la taxonomie pour des raisons politiques. Demain, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas encore à nouveau changer les règles du jeu en cours? Et je pense que tout ça, c'est vraiment très nuisible à l'image de la finance responsable ou durable, auquel petit à petit, quand même, les gens adhèrent. Bien sûr. Et ils veulent savoir où va leur argent. Il lui faut de la stabilité, si je comprends bien. Il faut une forme de stabilité. Et je trouve aujourd'hui que c'est pas un bon choix, effectivement, en tout cas de forcer l'inclusion. Et quant à lever les règles, comme je vous disais, je ne pense pas aujourd'hui qu'elles soient vraiment antinomiques avec le financement de la défense, en tout cas dans les proportions dont on a besoin. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Dernière question, comment est-ce que tout cela va évoluer selon vous? Effectivement, il y a différentes prises de position. Il y aura du coup pas forcément une réponse uniforme, mais différents choix au niveau des gérants directement? Oui, je pense que chaque société de gestion, et c'est ce qu'on souhaite nous, c'est que chacun fait en connaissance de cause, en affichant ses choix, et laisse après l'investisseur décider. Et je pense que c'est la meilleure chose. Il y a des sociétés de gestion, notamment à l'étranger, où ils sont très avancés sur le sujet, aux Pays-Bas, qui disent non, ça, on n'en veut pas, on ne veut pas. Voilà, c'est un choix clair. Vous pouvez y souscrire ou pas. Il y a des sociétés de gestion qui vont dire, on va créer des fonds spécifiques. Aujourd'hui, c'est BNP, Amundi ont annoncé la création de fonds spécifiques armement, et l'AMF d'ailleurs va alléger ses règles d'agrément pour aller plus vite sur la création de ces fonds-là. Bien sûr. On est dans cette logique-là. Pourquoi pas? Encore une fois, tout ça est tout à fait honorable et fait partie du travail de la finance. Mais il faut le séparer du problème de la finance durable. Et bien communiquer sur le sujet pour un maximum de transparence vis-à-vis des investisseurs concernés. Tout à fait. Merci beaucoup Kim Nguyen de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de Kermit. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.